pulsions sexuelles, lorsqu'on les canalise vers les œuvres de l'esprit, vers l'entrepreneuriat, le succès est stratosphérique. En fait. J'ai commencé à constater ça, que si j'étais discipliné sexuellement, je pouvais créer beaucoup de choses. Les hommes sont-ils à leur place? Mais qui sont réellement les hommes? Quel est leur véritable rôle? Nous nous proposons dans le cadre de cette émission, de ce podcast intitulé Homme d'honneur, de parler désormais des hommes, de dresser en fait une sorte de portrait robot des hommes avec les valeurs de leur créateur qui n'est autre que notre Dieu. Mesdames, messieurs, merci de nous retrouver et de nous faire confiance désormais. Donc dans le cadre de cette émission, de ce podcast que j'ai intitulé avec toute l'équipe qui m'accompagne, Homme d'honneur. Durant les épisodes de ce podcast ou de cette émission, nous allons recevoir des hommes qui brillent, qui se distinguent dans leurs différents domaines. Nous savons que les hommes ont plusieurs domaines. L'homme est considéré comme le chef, la tête, le leader de la société, de la famille et de la société. Alors, quels sont ces domaines qui font que l'homme, justement, se distingue véritablement? Nous allons en parler donc dans le cadre des différentes émissions que nous aurons avec des personnes, je l'ai dit, qui brillent, qui se distinguent, qui impactent véritablement dans ces différents domaines. Et pour lancer les hostilités, nous recevons dans le cadre de ce numéro 1, donc de Homme d'honneur. Il est un découvreur de talent. Il a décidé, alors que beaucoup de personnes ne misaient pas sur cette valeur-là, lui d'investir dedans. Il a décidé très vite de ne pas faire comme tous les autres, parce que l'homme aussi c'est cela. Il a décidé d'être dans la découverte des talents, dans la création de richesses et de partir avec les outils qu'il avait. À l'époque, beaucoup se moquaient de lui et certainement il nous racontera des anecdotes tout à l'heure parce que beaucoup estimaient qu'il prenait un chemin resserré. Mais la Bible ne dit-elle pas que ceux qui s'investissent et qui s'engagent dans le chemin resserré trouveront le bonheur et ceux qui s'engagent dans le chemin large courront à leur perte? Nous allons en parler donc avec William Jamen, qui est un coach, qui est un motivateur et qui est un, comme je l'ai dit, découvreur de talent. Je ne sais pas si j'ai les mots même exacts pour te présenter, William. Mais en tout cas, bonjour, bonsoir. Merci d'être notre premier invité dans Homme d'honneur. Bonjour Hervé, merci pour cette opportunité. C'est un énorme privilège. C'est jamais un acquis d'avoir un micro en face de soi pour s'exprimer. C'est un honneur. Merci. Moi, je suis William Jamen. J'ai plusieurs casquettes par la grâce de Dieu. Je suis coach, auteur, qui est best-seller. J'écris des bons livres qui aident les gens. Je suis aussi un apôtre. Donc, ma passion, c'est vraiment d'aider les gens à rentrer dans leur dimension de royauté par la libération de leur potentiel. Voilà ce que je propose depuis des années sur Internet. Ça fait 10 ans quand même que je coach les gens. J'ai aidé des milliers d'entrepreneurs, de personnes à se trouver leur voie. J'ai aidé beaucoup à créer de la richesse parce que l'un de mes combats, l'un des dragons que je combats avec la plus grande fermeté, c'est vraiment la pauvreté. J'ai vécu des choses sur le plan personnel qui m'ont marqué. J'ai vécu des situations personnelles de précarité à l'étranger. Mais heureusement, j'ai vu mon verre à moitié plein ou à moitié vide. J'ai compris que c'était un processus par lequel je passais pour aider plusieurs personnes. Voilà. C'est un peu ce que je fais sur Internet. À travers mes podcasts, mes livres, mes vidéos, j'encourage les gens, des milliers de personnes. J'ai une très forte présence sur Internet. On doit cumuler toutes mes plateformes. Je suis environ à 850 000 abonnés que je booste chaque jour avec mon contenu. Ce contenu-là, tu le mets donc dans des livres. Nous en avons deux sur ce plateau. Comment dire adieu à la pauvreté, qui est un livre important. Et puis le best-seller, un de tes best-sellers, oui. Comment devenir un homme de qualité et de distinction, que nous avons pris le temps de décortiquer et qui sera un peu comme une sorte de fil d'Ariane de cette émission. Et comme tu l'as dit, il y a également beaucoup de vidéos. Aujourd'hui, tu es quelqu'un de connu, de célèbre, qui impacte, qui influence dans le bon sens du terme. Parce que l'influence, ce n'est pas faire beaucoup de bruit, mais c'est porter du fruit. Mais comment est-ce que tout cela a commencé? Comment William est devenu cet homme accompli aujourd'hui? On a envie de connaître, les hommes ont envie de connaître le parcours, l'histoire faite donc certainement de ses frustrations et de ses larmes. Ok, mon histoire est simple, c'est que je viens d'une famille polygame. J'ai plusieurs frères, nous sommes 8. Mon père avait
4 femmes. Donc très tôt, je me retrouve dans un système familial avec la polygamie, beaucoup de tensions un peu de partout. Ma mère, qui n'était pas satisfaite de sa relation avec mon père, a demandé le divorce et elle s'est expatriée, elle est allée en France. Et moi, dans cet environnement-là, j'ai vécu pas mal de choses sur le plan personnel qui m'ont heurté. Et très tôt, j'ai ressenti le besoin de m'éloigner. C'est un peu comme cette anecdote dans la Bible où il est dit que je l'emmènerai, je le conduirai dans le désert et je parlerai à son cœur. Je sentais comme une envie de partir pour pouvoir recomposer mes idées, pour pouvoir me trouver. Parce que tant que j'étais là, je ne me trouvais pas. C'était vraiment le quotidien, des intrigues, des critiques. Des projets avaient été mis en place pour les autres, mais moi, ce n'était pas ça. Parce que j'étais le fils de la mère qui est partie. Voilà. Donc, heureusement qu'au milieu de tout ça, j'ai une passion pour le basket. Je suis très bon basketteur. Et cette passion-là me pousse à chercher à aller jouer ailleurs. Comme beaucoup de jeunes, on veut aller à la NBA, tout ça. On a des rêves plein la tête. Donc, par un concours de circonstances comme ça, je pense pas à la loi de l'attraction, aussi par un désir profond, Dieu a permis qu'un homme d'affaires mozambicain fasse venir un agent de joueurs au Cameroun qui cherchait les basketteurs, qui cherchait à la base d'abord les footballeurs, après qui s'est dit tiens, on veut les basketteurs aussi. Moi, entre-temps, j'avais eu des bourses d'études grâce au basket aux États-Unis, mais chaque fois que je voulais postuler, on me refusait le visa parce qu'il me manquait des papiers, des attaches ici. C'était compliqué, mais avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas la volonté de Dieu que j'aille maintenant, à cette période-là. En quelle année 2004, par là. Et donc, en fait, c'est là que, un jour, je suis au Club Snec, j'ai un ami basketteur qui est aujourd'hui en Afrique du Sud, qui me contacte, qui me dit qu'il y a un agent de joueur qui veut faire voyager les basketteurs. Bon, moi j'ai mon passeport, que les Américains ont bien tamponné. Je n'ai pas voyagé. Et je sens au fond de moi comme une intuition, va au Mozambique, vas-y. Essaie un peu d'explorer cette voie. Le monsieur qui arrive, il ne prête pas des mines, il est bizarre. Il ne ressemble pas à un agent de joueur. Je le vois avec un faux maillot de Samuel Eto'o sur le corps, un short, des baskets sans chaussettes, des pieds blancs. Voilà, quand tu mets pas de lait de toilette sur le corps, c'était bizarre. Il nous reçoit dans son hôtel à Anse-Raphaël, un hôtel un peu miteux. Je suis très observateur, hein, je regarde les murs un peu craquelants. Je vois sur son chevet de lit, je vois une assiette dans laquelle il a mis de la sardine et du pain kumba, dans la base de farine de patate. Rien de rassurant. Hein. Rien de rassurant par rapport à un soi-disant agent qui va changer notre vie. Ouais. Je suis de plus en plus sceptique. Mais au fond de moi, il y a comme une voix qui me dit ne juge pas des choses comme ça en fait. Donc, cette voix me rassurait, reste calme. La surprise c'est quoi? C'est que c'est par ce monsieur que j'ai mon billet d'avion pour aller au Mozambique. Parce que l'agent du Mozambique lui envoie de quoi payer nos billets. Une semaine plus tard, je me retrouve en train de voyager pour le Mozambique à travers Kenyan Airways, voilà. Je fais une escale à Johannesburg, après on arrive au Mozambique. C'est là que commence ma quête, ma marche, loin de ma famille. Je vis beaucoup de choses difficiles là-bas. Je m'entraîne de lundi à samedi parce qu'il y a des matchs samedi. Tu y vas pour le basket? Oui, pour le basket. Entre-temps, on n'est pas bien traité parce que c'est la désillusion totale. On se disait qu'on allait arriver là-bas, avoir de l'argent, après aller aux États-Unis, transitionner pour aller aux États-Unis. Mais c'est pas ça, c'était une forme de guet-apens. Mais après, c'était pas un guet-apens parce que c'était la destinée qui m'appelait. Ouais. Dieu s'était servi de cet homme pour que je décale. Ouais. Il est écrit dans la parole que c'est moi qui suscite un homme d'une contrée lointaine pour accomplir mes desseins. Donc je pense que cet homme avait été utilisé par Dieu pour que je sorte du Cameroun et que j'aille là-bas. Donc, je continue ma vie là-bas et à un moment donné, je dois retourner à l'école. Et parce que je suis là-bas, quelque temps avant la mort de mon père au Cameroun, un homme d'affaires américain qui voulait me faire venir aux États-Unis, alors que malgré les différents échecs que j'avais dans mes passeports, les différents refus de visa, il engage la conversation avec moi. Mais c'est toujours un échec parce que ce n'était pas la volonté de Dieu que j'aille maintenant là-bas. Alors cet homme-là est venu pour un but, pour me payer mes études.
Donc, je m'inscris au lycée français. Nous sommes à Maputo. Au Mozambique, je m'inscris au lycée français là-bas. La chose bizarre, c'est quoi? C'est que quand j'étais au Cameroun, je rêvais toujours d'être au lycée français. Quand j'allais faire des matchs de basket à Yaoundé, à Fustel ou à Savio, à Douala, je voyais le style de vie. J'avais un côté qui voulait vivre cette vie. Je me demandais, mais pourquoi je ne peux pas accéder à ça? Qu'est-ce qui se passe? Des années plus tard, je me retrouve au Mozambique en train de vivre dans ce même environnement. C'est là que je fais du basket. Je passe mon bac français là-bas et je remonte sur la France. Alors, peut-être tu nous replonges encore dans l'épisode Maputo. Oui. Tu ne fais que du basket, tu vis comment? Tu habites où? Oui. Et tu as quel âge à cette période-là? Dans les 18 ans. Je retourne à l'école parce que en partant, mes grands rêves, j'ai arrêté les études. Je pars au Mozambique et là-bas, je suis inscrit au lycée français, justement. J'étudie pour le bac français qui est très difficile parce que le système français, avec le système littéraire, il fallait lire au moins 40 livres pour passer un bac littéraire. C'était compliqué. Mais bon, entre-temps, cet homme d'affaires américain qui voulait me faire venir, il a essayé 2 tentatives, ça n'a pas marché. Et il est découragé, moi aussi. Et un jour, alors qu'on discute notre dernière conversation, soi-disant, il me demande qu'est-ce que je vais faire. Et j'entends une voix qui me dit, dis-lui que ton père est mort et que tu as besoin d'aide pour tes études. Il m'a dit, ok, je vais t'aider. C'est là qu'il m'a mis à l'école. J'ai commencé à étudier. J'ai mon bac français, j'habite dans un quartier de la capitale. Et je continue à faire du basket sur place, localement, dans un club, dans 2 clubs, Conseng, après Machaken. C'est comme ça que tu gagnes un peu d'argent? C'était pas très lucratif. Je peux dire que l'argent que je gagnais, c'était à travers ce sponsoring que ce monsieur m'apportait. D'accord. Dans le but de me faire venir aux États-Unis, en fait. D'accord. Mais je comprends que Dieu l'avait utilisé avec sa passion pour le basket pour m'aider à rentrer dans ma destinée, à faire ce que j'avais à faire, en fait. Voilà. Donc, après, je monte sur la France. Mais je constate une chose, c'est quoi? C'est que pendant que je suis au Mozambique, et je commence à jouir de certains privilèges, notamment financiers, j'ai l'impression que je suis une tâche, en fait, au milieu des gens qui sont pauvres, qui galèrent. Je vois des jeunes comme moi qui n'ont pas accès aux mêmes privilèges que moi. Un cœur me dit, aide-les aussi. C'est comme ça qu'au Mozambique, je commence à payer le loyer de certains Camerounais. Je commence à payer leur loyer et je prends en charge leur nourriture parce que j'ai toujours ce côté-là qui veut aider. Et quand j'arrive en France, plus tard, alors que j'ai mon bac français, je commence à avoir des manifestations surnaturelles où je me vois dans des rêves en train de lire énormément. En France, tu y vas, le but c'est les études? Oui, les études, oui. D'accord. Voilà, j'ai obtenu entre-temps mon visa d'entrée sur Paris, sur la France, 3 mois avec des multiples sorties. Donc, quand j'étais au lycée français, c'était un peu évident. Voilà, le consulat, l'ambassade était connectée à l'ambassade au lycée. Donc, je connais tout ce monde-là. Pour moi, c'est un succès. Ils me font partir, ils me donnent un visa facilement. Et je trouve encore que c'est une opportunité divine parce que Cameroun, avoir un visa, c'était compliqué. Et même sur place où vous avez les gars galéraient. Mais moi, j'ai compris que Dieu voulait que j'aille au lycée français, que je fasse mon bac français, afin de pouvoir avoir facilement le visa. Mais la vérité, c'est que je ne voulais pas aller en France, je voulais aller aux États-Unis. Mais les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Dieu voulait que j'aille en France, parce que ma mère était en France, qui avait divorcé, mon père était en France. D'accord. Et il fallait qu'elle devienne chrétienne. J'avais tellement de choses à faire. Donc, quand j'arrive en France, j'ai l'impression qu'il faut que je lise beaucoup. Je commence à être assoiffé de lecture, comme si j'étais possédé. Bon, on ne va pas dire possédé, c'est un peu péjoratif, mais une obsession de la lecture, d'acheter des livres. J'achetais des livres tout le temps, tout mon argent passait dans les livres, parce que je voulais connaître des choses. Mais ce désir-là, c'est Dieu qui le mettait en moi, en fait. Le principe, celui qui met en nous le vouloir et le faire. Donc, je fais mes études, première année, deuxième année. C'est la deuxième année la fin de la première année que je rencontre mon épouse. On se marie. Alors que je suis encore étudiant, j'ai peur de me marier. Et une fois de plus, le Seigneur me dit, marie-toi, j'ai quelque chose à faire avec vous. Quel est le déclic, justement? On va s'arrêter là parce qu'on parle à des hommes et on sait que le domaine du mariage est un domaine hyper important. Qu'est-ce qui se passe entre vous pour que tu décides, et elle aussi, voilà, que vous décidiez donc de cheminer ensemble? C'est quand même le choix
Oui. Un choix stratégique, hein, peut-être le deuxième le plus important après avoir accepté d'être enfant Oui, de Dieu. ce qui nous décide, c'est d'abord que c'est quelqu'un que j'ai connu dans le passé, mais que j'avais vu de façon furtive comme ça. On s'est retrouvé une jour en boîte de nuit avec. C'était une amie de mes cousines. D'accord. Et bon, c'est quelqu'un que je voyais de distance. Au Cameroun. Oui, au Cameroun. Voilà. On s'est revus en France. Moi, j'étais à ICC, à Ivry, dans l'église du pasteur Yvan Castano. Et elle était dans une autre église congolaise et Dieu lui demandait de venir à ICC, à tout prix. Elle ne savait pas qu'elle venait en fait nous rencontrer. Donc, lorsqu'elle arrive, je la reconnais et on se salue vite fait. Et on commence à causer juste. Voilà. Et si je peux raconter tout ça, c'est tellement vaste. Juste savoir, mais là, comme en fait tu as un peu répondu à la question, oui. Il y a quelque chose qui se passe en tout cas entre vous. Oui, et tu sens qu'il faut y aller. Oui, ce qui se passe en vérité, c'est quoi? C'est que Dieu l'a emmené dans mon église pour que je la rencontre. D'accord. Et je me souviens que quand j'étais au Mozambique, justement, en tant que jeune basketteur, je voulais m'amuser avec les femmes, je voulais faire ma vie. Voilà, un jeune qui est dans l'oppression, tu te retrouves dans un pays où tes rêves s'envolent. Un monsieur t'a fait venir avec des grands rêves. Ouais. C'est pas ça donc. À un moment donné, dans tes temps libres, tu veux t'amuser, tu veux sortir avec des filles, tout ça. Donc, je me suis mis à sortir avec quelques filles au Mozambique. À un moment donné, Dieu m'a dit, c'est pas pour ça que je t'ai appelé ici. C'est pas pour ça. Là, tu es déjà enfant de Dieu. Tu es déjà enfant de Dieu. Oui, les premiers mois. D'accord. J'ai donné ma vie au Seigneur les premiers mois, mais je joue un peu encore avec. Ouais. C'est-à-dire, tu fais une prière là, bon, après tu fricotes encore un peu, voilà. Ouais. Et donc, en fait, c'est un jour comme ça, je fais un songe terrible, parce que j'étais avec une fille, je fais un songe terrible où je perds tout ce que j'avais acquis. Je me retrouve en train d'être rapatrié au Cameroun. Je perds tout ce que j'avais acquis. Parce que je me retrouve dans un endroit où je suis dans une salle de bain et j'ai un monsieur qui me dit sors, va là-bas. Et quand je sors, je vois une femme une statuette en or avec une poitrine imposante qui m'avait pris mes grâces, mes bénédictions, mes diplômes, tout ce que j'avais eu en fait. Et me voici qui pleure et les gens pleurent aussi avec moi, ils intercèdent, ils crient et elle lâche tous ses diplômes. Et quand je me réveille de ce rêve, je contacte une dame, une prophétesse que je connaissais. Elle me raconte que ce que j'ai vécu, c'est Dieu qui était en train de me dire que mon arrivée au Mozambique c'était une arrivée divine. C'était vraiment une orchestration divine. Et que Dieu était en train de bâtir ma destinée. Et que si je me laissais aller dans le sexe, j'allais échouer ma vie. Je n'aurais pas d'autre choix que de pleurer. Ouais. Du coup, tu te responsabilises très vite dans la très tête. Vite. Oui, et arrivant en France, tu veux te marier. Ouais. C'est pas évident parce que je veux d'abord jongler. Quand tu reçois une prophétie, tu es sous le feu, tu es en pleine effervescence, tu es excité parce que tu vas avoir de grandes choses dans ta vie. Mais la réalité est que les femmes continuent à être là, le basket, elles sont là, dans les gradins, tout ça. Et ta chair, tu ne sais pas encore mener le combat de la discipline sexuelle. Tu n'as pas encore développé le caractère, d'accord. Et je me retrouve encore en train de faire certaines choses avec les femmes. Et c'est là que je fais ce rêve où je perds tout. Et c'est là que je me sens mal, je me sens sale, je me mets à genoux dans ma chambre, je commence à pleurer. Et c'est là vraiment ma vraie naissance, ma vraie nouvelle naissance. Je dis à Dieu, j'arrête tout ce désordre, j'arrête cette vie-là. Et c'est là que dans un processus continu, juste parce que j'ai en France, Dieu va commencer à me parler. Il va d'abord me bâtir. Le premier constat que je fais, c'est que quand j'arrive en France, je me rends compte que je suis quelqu'un d'extrêmement négligent et de paresseux. Si je dis ça, les gens ne me croient pas, j'étais paresseux. Donc, après mes cours, je passais mon temps à dormir. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il m'a mis dans un emploi du temps quotidien très très difficile. Je devais aller au basket 2 fois par semaine et je joue le samedi en France, à Colombes, à Créteil. Je devais aller à l'école du lundi aussi à vendredi. Et le week-end, j'étais aussi à l'église quand on avait besoin de moi, le dimanche aussi. Donc, pas de répit. Ça a travaillé en moi une certaine discipline au niveau de l'éthique du travail que je garde jusqu'à aujourd'hui en fait. Et donc, voilà. Là en France, tu fais combien de temps? Donc tu arrives en France, tu te maries juste après? Un an, la deuxième année. Je suis arrivé en fin 2007, je me marie en 2009, début 2009. Ok. Voilà. Et là, vous faites combien de temps en France avec ton épouse? Mon épouse, on a fait
Ça fait 16 ans qu'on est mariés. Je suis rentré au Cameroun en 2020. Donc on a fait plus de 12 ans en France en fait. Ok. 12 ans. Et comment ça se passe justement? Tu nous parles de cette discipline qui te caractérise d'ailleurs jusqu'à présent, qui prend donc racine dès donc 2009-2010. Et comment ça se passe et qu'est-ce qui, quels sont les fruits, quels sont les bénéfices de cette discipline-là et même les déclics dans ta vie? Ok, bah déjà, pourquoi la discipline? C'est important de dire ça parce que je vois beaucoup de jeunes qui ne comprennent pas le bien fondé. La discipline, pourquoi? Parce que dans l'être humain, l'énergie sexuelle est une énergie qui est connectée aussi à la créativité. Mais normalement, l'énergie sexuelle de l'homme, c'est l'énergie la plus basse, mais en même temps qui peut être la plus haute si c'est connecté vers la créativité. Ça veut dire qu'un individu... Explique, ouais. Oui. Un individu, par exemple, qui passe son temps à faire l'amour, les rapports sexuels, il est dans une énergie très basse. D'accord. Si ce n'est pas dans le cadre du mariage, d'accord. Il y a une dépense d'énergie énorme parce qu'il a été démontré que lorsqu'un homme a une éjaculation, ça correspond, je crois, à 11 km à pied, quelque chose comme ça en termes de dépense d'énergie. D'accord. Donc, on a des jeunes aujourd'hui qui passent le temps à se vider, se vider, et ils ne créent rien. Or, cette énergie sexuelle-là, qui, on va dire, qui est vers le bas, parce que la position de l'organe sexuel de l'homme, quand cette énergie-là, elle est redirigée vers le haut, vers le sommet, le cerveau, il y a ce qu'on appelle la transmutation sexuelle. Donc la même énergie qu'un homme a, s'il la redirige dans la création, il va faire des choses extraordinaires. C'est ce que les grands dans le développement personnel, les Dale Carnegie, Napoléon, ils ont appelé la transmutation sexuelle. C'est-à-dire que l'envie de faire l'amour, les pulsions sexuelles, lorsqu'on les canalise vers les œuvres de l'esprit, vers l'entrepreneuriat, le succès est stratosphérique en fait. Et on a des exemples des grands génies comme Goethe, Mozart, ces gens-là. C'était pas des gars très beaux physiquement. Ils n'attiraient pas la gente féminine. Alors leur énergie, c'était réservé à créer. C'est pour ça qu'ils ont fait des choses extraordinaires. D'accord. Même dans le livre, même dans les épîtres de l'apôtre Paul, c'est pas quelqu'un qui était très porté sur le sexe. Donc toute son énergie était dans la créativité, c'est pour ça qu'il a laissé. On voit les résultats. Il n'a pas connu Christ dans la chair, mais ce qu'il a fait en termes d'impact, en termes d'écrit, c'est extraordinaire. Donc, j'ai commencé à constater ça, que si j'étais focalisé et discipliné sexuellement, je pouvais créer beaucoup de choses. Même dans le cas du mariage? Oui, dans le cas du mariage, un exemple. Si on fait une petite parenthèse, oui, dans le cas du mariage, lorsque tu es en phase de créer quelque chose, il faut t'entendre avec ta femme pour te préserver sexuellement. Justement, dans le cas du mariage, on se livre un peu à tout, parce qu'on s'est dit, non, c'est codifié, c'est réglementé, c'est législatif. Mais là, tu dis quelque chose de particulier, c'est que quand tu es appelé à faire de grandes choses, il faut avoir une discipline dans ce domaine-là, même dans le cadre... Oui. Parce que même dans la Bible, il est recommandé de ne point se priver l'un de l'autre, à moins qu'on ne vaque à la prière. Mais à moins aussi qu'on ne vaque à la création. On obéisse à un mandat. Par exemple, si tu as besoin d'écrire un livre, une œuvre de l'esprit un livre très profond, il faut t'abstenir du rapport sexuel. Parce que ça va te vider ton énergie. Et donc, en fait, je ressens ça même lorsque j'écris des livres. Je sens que j'ai envie d'être un peu en retrait. Mais ça, tu ne le fais pas délibérément. Tu annonces à ton épouse, vous entendez. Et elle aussi, lorsqu'elle a des masterclass, par exemple, où elle accompagne des femmes, et c'est très prenant, je la sens un peu à fond dans son travail. Je la laisse tranquille, en fait. C'est extrêmement important. Un homme normal ne doit pas être là tous les jours seulement à faire l'amour, Non. Il doit canaliser ça pour créer des choses. C'est pour ça que les peuples qui sont à cheval à fond sur le sexe, ils ne réalisent pas grand chose en fait. Ils se vident. Ils se vident en fait. Tout le temps, il y a comme une dépense d'énergie. On verse, on dépose. C'est prenant. Donc, cette discipline-là, tu te l'instaures dès les premières années de ton mariage. Dès les premières années. Et au Mozambique, pourquoi est-ce que le Mozambique est important? Parce qu'au Mozambique, c'est un brassage de culture. C'est un pays où le commerce était l'activité principale. C'est un pays avec le littoral. Les Indiens venaient faire du commerce au Mozambique. Les Portugais qui ont colonisé le Mozambique. Les nations, les Anglais, il y avait un brassage. Donc au Mozambique, on a beaucoup de filles métisses, de gars métis, des jolis, des êtres extraordinaires. Donc si j'ai pu
me discipliner dans ce pays. Je pense que le reste, c'était... Moi, je vois les choses comme ça. Je pense que Dieu a permis que je sois là-bas aussi pour pouvoir tenir ferme là-bas. Et après ça, j'ai réussi à me discipliner au point où je peux être avec une femme quelque part dans un restaurant, une femme qui monte dans une conférence qui me fait les appels, comment on dit, les appels de balles. Ouais. Je sais qu'elle est en train de détruire ma destinée. Ouais. Et je me retiens. C'est pour ça que même dans mon mariage, j'ai dit parler à ma femme sincèrement, je lui ai dit, écoute, moi j'ai pas un endroit où je vais aller dehors. Ouais. Tu es le seul incubateur que j'ai. Ouais. Tu es la seule personne que j'ai. Je veux que cet aspect-là soit pris en compte. Et elle a compris, on a discuté, elle a compris. Donc je me préserve. Quels sont les autres domaines, pour rester un peu dans l'aspect discipline, quels sont les autres domaines, l'aspect discipline dans le mariage, quels sont les autres domaines sur lesquels tu as bâti ton mariage, quels sont les autres piliers, fondements? Le deuxième pilier m'a été communiqué par un grand orateur, un grand homme de Dieu, Miles Monroe. J'avais été marqué un jour lorsqu'il parlait du caractère. Il expliquait comment, à cause de l'indiscipline sexuelle, tu peux perdre ta destinée, tu peux perdre tes bénédictions, tes grâces, et tu peux même nuire à ta propre réputation en tant qu'entrepreneur, leader. Alors, très tôt, j'ai appris à être quelqu'un d'intègre. C'est pas venu naturellement. J'ai appris à respecter ma parole. C'est-à-dire que si je dis que je viens à 16h et que je ne peux pas, je vais t'appeler pour te supplier parce que je t'ai donné ma parole. Et j'ai appris à être quelqu'un qui fait ce qu'il dit qu'il va faire. Et si je ne peux pas, je vais m'excuser. Mais je vais tout faire pour être quelqu'un de sérieux. Et ça va apporter tellement de bénéfices. Parce que la valeur d'un homme est attachée à sa parole. Au commencement était la parole. Un homme qui n'a pas de parole, il n'a rien en fait. Il va ruiner sa réputation sur le temps. Donc c'est une valeur que j'ai développée, vraiment l'intégrité. Il m'est arrivé de rembourser des gens parce que je ne pouvais pas faire leur travail. Il m'est arrivé de dire à quelqu'un non, je ne pourrais pas faire ton travail alors que je suis dans le besoin. Il m'est arrivé de rembourser les dettes que j'avais parce que je me retrouvais en train d'être jugé. Je ne voulais pas salir mon nom en fait. Ça c'est des choses que j'ai dû apprendre. C'est pas facile hein. Enfin, tu dois rembourser quelqu'un 500 € alors que tu as besoin de cet argent, mais l'argent, c'est l'argent de la personne. Tu dois rembourser, tu dois faire ce que tu as dit que tu vas faire. Et ce que ça fait, ce que ça apporte comme bénéfice, c'est que ça montre ton influence. Naturellement. On ne sait pas pourquoi, mais tu es juste plus influent. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est un domaine où j'ai développé une discipline. Cette intégrité-là, dans le foyer, en dehors du foyer. En dehors du foyer. Il s'agit de ce respect de la parole, on imagine, avec ton épouse aussi. Oui, par exemple, avec mon épouse, je lui ai jamais dit que je vais faire quelque chose, je ne le fais pas. Parce que j'avais compris que si je ne respecte pas ça, elle n'aurait pas confiance en moi. Même ma fille, si je dis à ma fille, je vais donner 10 000. Si j'essaie elle me dit, papa, tu avais dit. Dès qu'elle me dit, papa, tu avais dit, j'avais dit, je vais donner. D'accord. Je fais tout, c'est très, très important. Ça permet à un homme d'aborder la vie avec beaucoup de paix dans son cœur, de dormir la nuit sans stress et d'attirer à soi les opportunités. Et un truc important, la réputation d'un homme, c'est toute sa richesse. Avoir un très bon nom, c'est très important. Lorsque ton nom est associé à la malhonnêteté, au compromis, au vol, tout ça, aux mauvaises choses, tu perds beaucoup. Tu perds financièrement, tu perds en termes d'influence, tu perds tout. Mais lorsque ton nom est puissant, ton nom est porteur de bonnes valeurs, quand beaucoup de gens disent de belles choses sur toi, tu vas réussir en fait. C'est une valeur que j'insiste aussi à imposer au Cameroun parmi les jeunes. La réputation. La bonne réputation. Oui, la bonne réputation. Moi, j'ai déjà eu affaire à des gens qui venaient faire la peinture chez moi. Ils commencent à faire la peinture le matin, le lendemain, ils ne viennent pas. Parce que ça le fatigue. Ou alors, tu donnes l'argent à quelqu'un pour aller faire les murs de l'orphelinat. Il mange l'argent, il commence à faire les murs, il ne finit pas. Mais il faut courir après lui, tout ça, c'est compliqué. Et ça fait qu'en fait, les gens ne réussissent pas dans leur vie et ils accusent parfois le président. Non, c'est que juste que tu n'es pas quelqu'un de confiance. Parce qu'un contrat que tu honores correctement comme il se faut, va trouver la porte sur un deuxième contrat. Parce qu'une fois qu'une personne te considère comme quelqu'un de valeur et te recommande, la puissance de la recommandation, si je te recommande comme quelqu'un d'intègre, les gens te feront confiance. Parce qu'on a dit, c'est William qui
la recommander. Si tu vas maintenant chez la personne que tu recommandais, tu fais encore un travail encore plus excellent. Cette personne aussi, il y aura une troisième recommandation. Et c'est comme ça qu'on fait de l'argent, c'est comme ça qu'on fait de la richesse. En fait. Faire de l'argent, c'est vraiment veiller sur sa réputation et ça commence par l'intégrité. Mais William, est-ce que ta vie a toujours été aussi linéaire? Là, on est en même temps en train de parler de tes débuts. Ce sont des fondements que tu as acquis aussi un peu dans la douleur? Oui, la douleur, oui. Un épisode de ma vie que je n'ai pas encore mentionné, c'est que j'ai été photographe. Quand je vois les appareils, là, ça me rappelle avec beaucoup d'émotion. J'étais photographe en France. Et j'avais un problème, c'est que je n'étais pas un homme organisé. Un des aspects de la discipline, c'est aussi l'organisation personnelle. Savoir gérer son temps, savoir faire des choses quand il faut les faire, comme on doit les faire, qu'on le veut ou non. C'est ça la discipline. Moi, il m'arrivait parfois en tant que photographe d'aller faire une prestation où on me paye 1 000 €. Je dois remettre les photos, disons, dans 2 semaines. Mais entre-temps, je ne fais rien. Je traîne, je mange l'argent, je suis content, je procrastine. D'accord? Et la date de livraison arrive, le délai passe, les clients s'inquiètent. Mais bon, je rattrape parce que je dis non, je vais livrer la semaine prochaine. Mais j'ai un avantage, c'est que je suis très bon photographe, donc je sais bien travailler, bien remettre des photos. Mais il y a un niveau de performance que je n'atteins pas parce que je me suis pris à la dernière minute. Ouais. Et l'effet waouh du client, je ne l'ai pas. Ouais. Donc après, il n'y a pas une recommandation. Et ça plombe mon chiffre d'affaires, je n'arrive pas à monter plus. Le Seigneur s'adresse à moi par rapport à ça. Il me dit non, c'est pas sérieux. Tu as dit que tu vas remettre des photos en 2 semaines. Je me souviens une fois même, si je peux me permettre, le Seigneur Jésus est venu. Il fait un songe, comme s'il est entré dans ma chambre. Il me dit, dis-moi un peu. Tu prends combien de temps pour remettre des photos? Je lui ai dit 2 semaines. J'avais un dialogue avec lui. Et il me dit c'est trop long. Tu peux faire ça en moins de temps. Et il est parti. Donc je me suis réveillé, même les 2 semaines, je pouvais forcer ça en 3-4 jours. Si je m'organisais mieux. Alors à un moment donné, je commence à expérimenter la galère financière dans ma famille, avec ma femme, parce que je n'ai plus de clients. Tu gères les choses un peu de façon négligente. Il n'y a pas de recommandation. Tu galères. Et une nuit, j'ai comme un ras-le-bol. Je décide de tout changer. J'en avais marre. Et donc, je commence à acheter plein de livres sur le caractère, l'intégrité, comment être sérieux. Comment tu as su que c'est ça le problème et pas... Comment tu as fait le lien entre le caractère et l'argent? Parce que beaucoup de gens, et on parle aux hommes, se disent peut-être quand il n'y a pas, oh, il faut que je travaille peut-être plus. Mais toi, tu nous dis que tu as fait rapidement, tu t'es arrêté. Ce sont des prédications. Voilà. J'ai suivi une fois la prédication de Miles Monroe qui était passé, je crois, à ICC. Il avait parlé de l'influence du caractère sur la destinée d'un homme. D'accord. Il expliquait que quand tu dois l'argent des gens, il faut remettre. Quand l'homme te paye pour faire un travail, fais-le. Même si ça te fait mal en fait. Et là, c'est comme si on me fouettait. Quand le Seigneur te met face à une vérité indiscutable, irréfutable, là, je me suis rendu compte, mais c'est pour ça qu'on galère. Et c'est là que j'ai appris des lois aussi, de leadership, comme la loi de la fidélité dans les petites choses. Si tu es fidèle dans les petites choses, si tu fais bien les petites choses, tu pourras gérer les grandes choses. Si tu es fidèle avec peu de clients là, si tu es fidèle avec des clients qui te payent peut-être 100 000 pour venir faire les anniversaires, demain tu vas faire le mariage des grands. Ça t'est arrivé? Oui. On m'a payé les billets d'avion depuis la France parce que je viens au Cameroun. J'ai fait le mariage de la fille de Maurice Kamto Sonia au Canada. J'ai fait le mariage de la fille Nadine de Aminim Bieleux. Parce qu'à un moment donné, quand j'ai compris ce qui me bloquait, j'ai commencé à devenir quelqu'un de très discipliné. Je travaillais à fond. Quand je rentrais avec des photos, au lieu de traîner, je divisais les photos, je compartimentalisais dans plusieurs disques durs, histoire d'avoir toujours un backup. Parce qu'une fois, il m'est arrivé d'aller dans un mariage où le fils du président était là. J'ai fait des photos en tant qu'invité. Arrivé à la maison, les photos étaient extraordinaires. Mon disque dur tombe. Wow. Tout se gâche. Et la même famille, pendant le mariage, qui m'avait demandé, je ne fais pas trop les photos, c'est dans le 16e à Paris, me demande après les photos. Je dis, mais il y avait des grands photographes, les Français, les Blancs, tout ça. Mais eux, ils avaient cramé les photos. Ils n'avaient pas bien fait les photos. Moi, j'avais les meilleures photos parce que je photographiais sans stress.
Je me faufilais un peu partout, je faisais du storytelling, je racontais des histoires. La grand-mère qui embrasse la mariée, la petite fille qui court. J'ai capté des moments divins. Alors je suis allé mettre quelques photos en ligne. Depuis la présidence là, ils ont vu ça. Ils ont demandé que j'enlève les photos en ligne. J'ai enlevé. Et le fichier était dans mon disque dur. Dans la négligence, parce que j'étais négligent, le disque dur un jour est tombé. Oui. Plusieurs années plus tard, je m'en vais dans la famille de la femme qui s'est mariée à Bastos. Grande villa, piscine, vraiment les riches quoi. Les gens proches du Front Billard. Je vois les albums en fait du mariage. Et je vois que les photos n'étaient pas terribles. Tu te rappelles ce que tu avais fait? Oui, je vois les blancs. Je connais qui a fait les photos. C'était les blancs qui avaient fait ça. Je m'étais dit, tu vois le complexe en fait, que si le blanc fait, c'est que c'est trop propre. Or, moi j'avais des meilleures photos qu'eux. Et elle m'a dit vraiment, ils ont tout gâché. Regarde les albums. Et là, le Seigneur me parlait. Il me disait, ne blague pas avec tes talents. Je t'ai donné un don. Ne te méprise pas en fait. Je regarde les photos. Je me souviens de comment l'arsenal qu'ils avaient mis en place pour faire des belles photos. Je vois les résultats, je me dis, mais non. Moi-même, avec mon petit Canon à l'époque, je faisais de très belles photos. D'accord? C'était une très grande leçon dans ma vie. La discipline, parce que le talent seul ne suffit pas. Il faut avoir une discipline, une rigueur. Il faut être méticuleux dans ce que tu fais. Tu reviens, tu gardes, tu sauvegardes, tu améliores. On va rentrer tout à l'heure de plein pied dans tout ce qui est, travail, finance. Mais je voudrais qu'on boucle le chapitre de la famille. En te posant déjà la question de savoir, tu en parles beaucoup, mais concrètement pour ceux qui vont regarder l'émission, qu'est-ce que la famille représente pour toi? Que ce soit la famille restreinte, que ce soit la famille élargie. D'ailleurs, quels sont tes rapports avec cette famille-là très élargie? Tu as parlé de papa polygame. Oui, aujourd'hui mes rapports avec la famille, c'est... Je suis retourné dans la famille. J'ai resserré les liens parce que c'est la famille après tout. J'ai aussi compris, avec un peu de stoïcisme, j'ai compris que ce que j'ai vécu a contribué à faire de moi ce que je suis. En me formant dans tout ce qui est psychologie humaine, la nature humaine, en lisant certains auteurs comme Robert Greene, Schopenhauer, je me suis rendu compte qu'en vrai, les gens sont comme ils sont. Tu ne peux pas les changer. D'accord? Il faut seulement savoir naviguer avec eux. Chacun a ses traumas. Une personne peut t'offenser, te blesser, parce qu'elle aussi, elle est blessée de l'intérieur. Donc il faut apprendre à naviguer. Donc j'ai compris que cette même famille-là, où j'ai vécu des blessures, était aussi une plateforme pour moi de transformation. Je suis devenu quelqu'un de plus avisé, plus sage, plus compatissant pour les gens qui vivent ce que j'ai vécu aussi. Parce que je suis passé par là. Voilà. Maintenant, la famille au sens restreint, ma famille c'est mon pilier. C'est ton épouse et ma fille. Et ta fille. C'est mon pilier. C'est vraiment mon... pour moi, je bâtis beaucoup de souvenirs avec elle. On voyage, on va en vacances, on va à Kribi. Dès qu'on peut, on voyage. On fait beaucoup de choses ensemble. Et c'est ça ma paix, ma joie en fait. C'est pour ça que je travaille. Pour moi, c'est tout. Je laisse aussi difficilement les gens rentrer dans ce truc parce que c'est un bonheur. Chaque fois que j'ai essayé, il y a eu des problèmes après. Oui, il y a des gens comme ça, tu ouvres un peu la porte de ta maison, ça devient maintenant les médisances, les trucs. Et tu dois protéger ton épouse. Quand tu es un homme marié, tu dois protéger ton épouse des gens qui viennent. Voilà, c'est mon havre de paix. C'est là que j'ai, au milieu de tout le travail que je fais, c'est là que je me repose en fait. Est-ce que depuis le départ, elle a été ton âme sœur, comme on dit dans le monde, mais on comprend que ça, c'est une expression empruntée. Effectivement, l'épouse, c'est la côte, c'est vraiment... Oui. Est-ce que depuis le départ, elle a été cette âme sœur-là et est-ce que, malgré le fait, si elle a été l'âme sœur depuis le départ, il y a quand même eu des défis qui vous ont amené à... Oui. Elle a été mon âme sœur parce que quand je l'ai eu, j'ai eu la paix. En général, tu ne peux pas expliquer pourquoi. Elle ne peut pas expliquer pourquoi il trouve qu'une femme est sa femme. C'est juste une connaissance intérieure qui est inexplicable. Tu sais que tu sais que tu sais. Ça ne s'explique pas. Il y a un signal à l'intérieur. C'est comme, j'ai l'impression que ton ADN, tes chromosomes, en fait, ton être entier vibre comme des neurones miroirs. On se connecte. Tu te vois en l'autre, elle se voit en toi. Pour moi, il n'y avait personne d'autre. C'était elle, en fait. Et elle était comme j'aime. Elle est douce, elle est calme. Moi, j'aime les gens calmes. D'accord? Je viens d'une famille où il y avait souvent les troubles là-bas. Moi, chaque fois que je voyais une fille un peu bruyante, là, pardon. Tu veux un arbre de paix, comme tu as dit. Oui, moi, j'aime moi la paix, parce que je suis très créatif. D'accord. Les gens créatifs ont besoin d'un environnement, voilà. Donc, oui. Et aussi, quand Dieu m'a demandé de ne plus avoir des rapports sexuels au Mozambique à travers une prophétesse,
qui était aux États-Unis. Il m'avait dit que je te donnerai une femme qui va t'aimer. C'était une promesse de Dieu. C'est-à-dire, c'est ce que je m'avais dit, c'est un pédagogue. C'est-à-dire que il va te demander d'arrêter de coucher. D'accord, mais il va créer un élément de substitution. Ouais. Beaucoup de gens demandent aux gens, arrête de fumer, mais qu'est-ce que tu lui donnes en fait en remplacement? Arrête de te droguer. Je remplace par quoi en fait? Parce que le cerveau a besoin de quelque chose, il faut remplacer par quelque chose de bien. Donc Dieu m'avait dit, si tu arrêtes de coucher, les femmes, tout ça, je vais te donner une bonne femme. Donc quand je suis arrivé en France, étudiant encore, je rencontre ma femme, je me marie, je n'ai pas de travail. Les critiques sur moi, tout ça, la peur, un mois avant le mariage, je jette des ponts, je dis non, c'est pas bon. Elle a fait quoi? Elle panique, elle est fâchée. Elle a fait quelque chose, toi tu fais rien? Oui, moi j'étais étudiant, elle travaillait dans une entreprise de transport. Voilà, elle était assistant de direction dans un grand groupe européen. Et donc, un mois avant le mariage, je n'ai pas de travail. Et j'entends la voix de Dieu qui me dit compte sur moi. La veille même de mon mariage, je suis passé passer un entretien à la Société Générale, influencé par une voix bizarre qui m'a appelé la nuit. J'étais stressé. Au lieu d'être avec mes cousins en train de faire ma dernière journée en tant que célibataire, je suis en train de chercher le travail. Et pendant que je suis en train de passer mon entretien, un entretien d'abord, il y avait un mépris là-bas. J'étais avec des Arabes, tout ça, on nous a mélangé, des gens de la minorité en France en fait. Pour quel poste? Pour être opérateur téléphonique là, pour faire du phoning. Voilà, le phoning. Mais le bureau, c'était pas la Société Générale là. C'est une entreprise qui sous-traitait ses services à la Société Générale. C'était dans un sous-sol, vous allez appeler partout dans le monde entier pour chercher de nouveaux clients en fait, à la banque. Mais à l'entretien, qu'est-ce qu'on fait? On vous met des petits pots de cacao là, cacao équitable, on vous demande de vendre ça. Donc vous vous battez là comme des sauvages pour avoir un poste. Et j'ai senti comme s'il y avait, on me retirait ma royauté. Il y avait un truc qui me gênait en fait. Et à un moment donné, à la pause, je regarde les gens, je vois des jeunes là, ils commencent à préparer leur pitié. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Donc j'appelle ma femme, elle était au salon de coiffure avec ses amis, en train de faire ses pédicures, tout ça, la veille du mariage. Mince. Je lui ai dit que je me sens pas bien. Elle me dit que si tu te sens pas bien, tu fais quoi là-bas? Je te dis la vérité, je suis sorti de là. Quand je sors de l'entreprise, du bâtiment à la défense, je marche, je sens une liberté. En fait, l'ennemi m'avait amené à m'inquiéter pour l'argent la veille de mon mariage. Or, Dieu voulait que je me marie sans avoir un boulot. Parce qu'il allait prendre son nom, il fallait que je comprenne cet autre aspect de Dieu. Que je ne peux pas expliquer à tout le monde. Je ne demande pas à tout le monde de faire ça. Mais ne dis jamais que non, si tu n'as pas d'argent, ne te marie pas, ça n'a aucun sens. Dieu peut susciter un couple qui commence petit et qui bâtit. C'est pour ça que ma vie est vraiment basée sur la création de richesse. Parce que j'ai commencé très bas en fait. Donc on se marie, le jour du mariage, le pasteur, un des pasteurs qui nous marie, il se moque de moi publiquement. Il dit, bon William, il faut aller chercher le travail. Hein. La honte. Tu maries une jolie femme et tu n'as pas de boulot. La honte, l'humiliation, je voulais entrer dans le sol en fait. Et je lui en ai un peu voulu. Plusieurs années plus tard, je crois que je suis allé en Martinique, où il est pasteur maintenant. Je voulais lui lâcher ça parce qu'on mangeait à la plage, comme ça on mangeait des gambas. Je voulais lui lâcher que toi, tu m'as maltraité, hein, je me mariage, hein. Mais c'est un magilès. Et donc ce mariage qui a 16 ans, les débuts, oui, les débuts. Comment les débuts et surtout les défis, parce que je crois que ça va aider quelqu'un. C'est très important, oui. Les défis, parce que nous sommes différents. Moi, je suis Bamileke. Ma femme est Boulou. Et l'organisation de sa famille, il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas de figure paternelle forte. Il n'y a pas d'homme dans la famille. La mère de ma femme n'est pas mariée. Aucune femme ne se marie dans la famille de ma femme. Aucune femme. Donc, les femmes sont habituées à gérer leur vie comme elles veulent. Elles font ce qu'elles veulent. Elle est chrétienne. Mais il y a ce côté-là, voilà. Culture encore. La culture très forte. Moi, j'arrive ici à Bamileke avec un père qui était autoritaire, un leader, qui avait 4 femmes. Donc, je veux venir avec mes grands chevaux, lui dicter. Et là, c'est le clash. Et je voulais bâtir mon mariage sur des bases peut-être traditionnelles, culturelles, de là où je viens. Et le Seigneur me dit non, tu l'as bâti ton mariage sur vos bases à vous, selon la parole.
tu dois comprendre ta femme, tu dois comprendre d'où elle vient. C'est là que j'ai commencé à étudier la psychologie. Pour comprendre ton épouse, il faut lire les livres psychologiques, savoir comment elle est. Quel est son type de tempérament? Est-ce qu'elle est flegmatique? Est-ce qu'elle est mélancolique? Voilà. Toi, tu es quoi? Il faut gérer tout ça, sinon c'est le clash. Et j'ai appris à être un bon mari. Je me souviens un jour, je n'arrivais pas. Je me suis bien joué, j'ai dit, Seigneur, fais de moi un bon mari. Aide-moi à être un bon mari. Le Seigneur a commencé à m'inspirer. Saint-Esprit a commencé à me dire, si tu lui dis ça. Moi, je ne savais pas dire, fille, je t'aime. Hein. Je n'avais jamais entendu mon père dire à ma mère, je t'aime. Ouais. Je n'avais jamais vu mon père embrasser ma mère sur la bouche. Donc, non. Tu as dû apprendre ça. J'ai dû apprendre ça comme ça dans le tas. Donc, j'ai dû apprendre à être romantique avec ma femme. Je sais qu'un jour, on s'est pris la tête, on s'est disputé. Moi, je devais aller à la Noisy, le grand chez mon oncle. En chemin, l'Esprit de Dieu me dit, envoie un message à ta femme, tu lui dis, je t'aime. C'est tout. Il a envoyé un message, je lui dis, je t'aime. Quand je rentre le soir, elle avait fait à manger, la maison sentait bon, tout ça, machin, elle était contente. Et à chaque fois, le Saint-Esprit a intervenu au milieu de nous pour arbitrer, pour nous aider, parce que c'était pas ça. Et autre chose aussi, mon épouse a vécu 3 abus sexuels dans son enfance. Donc c'est un être déchiré quand je le rencontre. L'autorité là, faut pas commencer avec ça, d'accord? Elles se sont, voilà. Et c'était pas facile pour moi. Ça vous a pris combien de temps pour rebâtir les fondements? Pour nous stabiliser. Pour vous stabiliser. Les 3 premières années d'abord, c'était les zones de turbulence. Parce que je ne comprenais pas sa psychologie, je ne me comprenais pas. Je voulais être dur avec elle, je ne comprenais pas que ce type de personne qui a subi un viol, qui doit se réparer, il faut être patient avec. Et je voulais la changer aussi. Voilà, je voulais la changer. Ça, il ne faut pas faire. Il ne faut jamais faire ça. Ne faites jamais ça. Si tu veux la guerre dans ta maison, ne change jamais ta femme. Laisse ta femme telle qu'elle est. Et ne changez jamais les êtres humains. Laissez les êtres humains être tels qu'ils sont. Un être humain change le jour, il a un déclic en lui en fait. L'être humain change parce que il est obligé de changer, mais par ses propres expériences. Donc lorsque Dieu veut changer un individu, Dieu va l'amener dans un long processus de souffrance, un enchaînement de souffrance. Il va se décider que c'est bon là, j'arrête. J'ai compris Seigneur, j'ai compris. La vie, j'ai compris. Et dans la vie à deux, comment toi tu gères ça, toi qui es déjà en guillemets réparé sur certains domaines? Oui. Tu fais le dos rond. Comment tu gères ça? Parce que souvent, les frictions viennent de ce qu'il y a un qui va craquer. Parce qu'il a l'impression qu'il porte trop. Oui. Moi, j'ai voulu craquer à un moment donné. J'ai voulu craquer. Je me souviens de ce jour. J'en ai même parlé à une conférence. Je lui avais dit, on rêvait souvent d'aller à Barcelone, faire les achats, tout ça. Donc, et ça me plaisait bien. Un jour, on s'est pris la tête. Je lui ai dit, j'en ai marre. J'en ai marre. Donc, j'ai commencé à faire mon sac. Et j'ai dit, je pars. Et elle m'a regardé. Elle m'a dit, tu me laisses à qui? Tu pars, tu me laisses à qui? Ça m'a brisé. Ça m'a brisé. Et en même temps aussi, le Seigneur avait envoyé ma cousine me parler. Et il a dit à ma cousine que dit à William que s'il n'est pas patient avec sa femme, il n'expérimentera jamais le meilleur d'elle. Donc j'avais un travail à faire dans sa vie. Je devais semer dans sa vie. Je devais passer par des saisons où j'allais la porter. Et c'est ça vraiment le rôle aussi d'un mari. Éphésiens 5, verset 25 dit, l'homme doit aimer sa femme. D'accord? Comme Christ a aimé l'Église. Et il doit prendre soin de sa femme. Il doit nettoyer sa femme. Et cela présenter sans ride ni tâche en fait. Se présenter à lui-même. Hein. Donc, l'état de ta femme dépend du travail que tu as fait en elle. Hein. Les hommes se plaignent, non. S'il te plaît, une femme, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu l'as nettoyé? C'est pour ça que les hommes doivent être remplis de connaissances. Pour pouvoir aider la femme. Beaucoup lire. Il faut beaucoup lire, oui. Il faut beaucoup se documenter. Parce qu'un homme a vocation naturellement à être un enseignant. Les hommes sont les enseignants. J'en parle dans le livre. Un homme qui est ignorant, c'est très dangereux pour son foyer. C'est trop dangereux. Parce que la femme a besoin d'être enseignée. Elle a besoin de guidance. Un homme qui ne peut pas enseigner sa femme, elle va perdre de l'admiration pour lui. Et quand une femme perd l'admiration, elle peut être sans pitié. Donc très tôt, quand le Seigneur me demande de lire là, c'était aussi pour m'aider. Hein, qu'elle me disait lis beaucoup. Parce que je rencontre mon épouse, c'est une bibliothèque en fait. Elle lisait beaucoup. Une fois on s'est rentré à Châtelain, on parlait, elle commençait à me citer des auteurs que je ne connaissais pas. Dans le développement personnel, hein, tu connais tel nom, tu connais tel nom. J'ai dit, dans mon cœur, je me dis, la femme c'est un peu. Donc je m'en vais avec une femme qui lit plus que moi. D'accord? Alors que je suis censé l'enseigner. C'est celui qui enseigne, en fait, qui est le leader. C'est là que cette passion-là de lire beaucoup a été intensifiée, en fait. Et là, aujourd'hui, je suis sûr que je lis plus qu'elle. Tout le temps, ils sont en train de boucler. Tout le temps, c'est devenu une habitude, en fait. Et donc, en fait, je peux m'asseoir et je lui enseigne des choses. Voilà.
Mesdames, Messieurs, William Jamen est donc notre premier invité dans le cadre donc de Homme d'honneur. Et avec lui, on a évoqué différents aspects. Il a parlé de l'intégrité, il a parlé de la discipline. Il est rentré dans son ménage, dans sa famille pour nous parler de son épouse et de bien de secrets qui font en sorte qu'il est ce qu'il est aujourd'hui. Dans la deuxième partie de cette émission, de ce podcast, nous allons parler d'un point qui lui est très cher et qui est cher à tous les hommes, les finances, le travail.